Lola, une petite fille dépeinte par ses proches comme espiègle et joyeuse. La France a découvert son visage samedi matin au réveil. La collégienne est morte à l'âge de 12 ans, tuée dans des conditions effroyables. Lola était passionnée de gymnastique. Elle a remporté plusieurs coupes et médailles en aérobic avec son club de Pantin. Comme beaucoup d'ados, elle multipliait les chorégraphies et les postait ensuite sur les réseaux sociaux. Sa mort tragique a suscité une intense émotion dès les premières heures de sa disparition. Le lendemain, Inaya, 12 ans, est venue déposer une dernière lettre à Lola. Elles étaient amies en maternelle et en primaire. Elle venait chez moi, je venais chez elle. On rigolait, on faisait des bêtises, parfois, à deux. Voilà. Et là, tout a disparu. Andrea est la gardienne de l'immeuble voisin. Elle a vu Lola grandir, elle l'a croisée souvent. Je suis triste, j'ai le cœur coupé en deux. J'espère qu'elle partira au ciel. Et qu'on est là pour elle et qu'on va soutenir le papa et la maman. Voici celle qui aurait violé, torturé et tué Lola avant de placer son corps dans une malle. Dabia, 24 ans, une jeune femme en apparence épanouie, ancrée dans son époque. Nous avons retrouvé un de ses anciens petits amis, que l'on voit sur cette vidéo. Ça fait 4 jours que je dors pas et dès que je ferme les yeux, je l'imagine en train de faire ce qu'elle a fait. Donc je savais pas qu'elle était capable de faire ce genre de truc. Je suis toujours choqué. Je comprends rien, absolument rien. Il est 15h vendredi dernier. La fin des cours et le début du week-end pour Lola. La fillette habite à quelques dizaines de mètres du collège, dans cette résidence. Elle a pour habitude de rentrer directement chez elle. Ne la voyant pas arriver, ses parents s'inquiètent. Très vite, sa mère signale sa disparition à la police. Son père, gardien de l'immeuble, vérifie les images de vidéosurveillance. Il repère une jeune femme qui rentre dans le bâtiment vers 15h15. Derrière elle, sa fille Lola la suit. À 17h, la caméra filme l'inconnu qui ressort seul, avec 2 valises et une grande malle. L'inquiétude monte d'un cran. La mère de Lola publie une alerte enlèvement sur son compte Facebook. 2 heures plus tard, à 23h20, un SDF découvre la malle dans la cour intérieure de la résidence. En l'ouvrant, il trouve le corps de Lola. Tout le monde se met alors à la recherche de l'inconnu, filmé par la vidéosurveillance. Dès l'ouverture de sa supérette en face du collège, Yacine voit débarquer le père de Lola. Il m'a présenté une photo d'une personne si je la connais. Donc je l'ai bien dit, je l'ai bien répondu que la silhouette, elle me dit quelque chose, mais le visage, il n'était pas clair sur la photo. Quand je lui dis peut-être la silhouette, je la connais, il a laissé son portable et les achats, il est parti direct en courant au commissariat qui est juste à 100 mètres de magasin. Dans le quartier,
Plusieurs personnes ont aperçu la suspecte la veille. Ali la croise au moment où elle sort de l'immeuble. J'étais juste derrière la dame. Et le mal, il était ouvert. Il roule mal. Et elle tire, elle regarde à droite, à gauche. Parce que ça se voit qu'elle est en panique, ça se voit que elle n'est pas normale. Et elle était habillée en une robe verte et des baskets. Il doit avoir une vingtaine d'années, je crois. Et après, elle s'est assise juste devant, il y a le tabac, il y a un immeuble juste à côté du tabac, là. Des habitués du café la remarquent. La meuf, elle était juste là, avec les valises, on ne sait pas, il y avait quoi dedans. Elle est restée au moins 30-45 minutes. Hein. Mais elle est restée vraiment longtemps ici. Hein. Tu la vois, photo, on dirait une escorte, gars. C'est ça survie, en fait. C'est en fait que les gars, je sais pas comment faire. Après, le gars, il est venu. Elle avait l'air de connaître, parce que quand le gars il est venu, déjà, il avait les 2 fenêtres ouvertes à l'arrière, comme si il savait bien ce qu'il transportait, en fait. Il est 19h, quand la tueuse présumée embarque avec sa malle. Grâce à ses témoignages et aux caméras de la ville, les enquêteurs retracent son parcours. Le chauffeur est en fait un ami. Ils montent ensemble chez lui, à Asnières, avec la malle. Lui dit ne pas savoir ce qu'elle contient. Des indices laissent penser qu'il compte avoir une relation sexuelle avec Dabia. Trois heures plus tard, la tueuse présumée commande un taxi, met la malle dans le coffre et retourne sur les lieux du crime. Elle abandonne le corps dans la cour intérieure et quitte Paris en transport en commun. Dabia finit sa nuit dans cet immeuble à Bois-Colombes, logé par une connaissance, Amine. C'est là qu'elle va se faire arrêter, au petit matin. Allez. Petit casse-croûte. Kamel est le colocataire d'Amine. Il dormait lorsque la police est entrée dans l'appartement. Voilà, elle est cassée là. La porte, elle était fermée juste avec ça. Elle n'était pas fermée à clé. Et donc vous avez rien entendu et ils sont allés tout de suite où? Tout de suite dans la cuisine. Là où Dabia dormait. Voilà. Ils sont rentrés direct ici. On peut même pas bouger avec les policiers qui sont venus. C'est pas des policiers simples, c'est la BR. Ah ouais. Ils étaient nombreux? Il y avait des dizaines ou plus. Hein. Les policiers interpellent tout le monde et fouillent l'appartement. Voilà, attaque. Moi, j'étais là. Ils m'ont ramené Amine avec moi ici. On était menottés. Après, les policiers ils m'ont dit on va poser des questions vite fait. Tous sont placés en garde à vue. 8 heures plus tard, les deux colocataires sont mis hors de cause. Kamel est relâché. En situation irrégulière, Amine, lui, est placé au centre de dépôt de Vincennes dans l'attente d'un jugement d'expulsion. Ce jour-là, Kamel lui apporte quelques affaires. Amine est le dernier à avoir côtoyé Dabia avant son arrestation. Il dit l'avoir croisée par hasard dans la rue. Nous avons pu le joindre par téléphone. Vendredi, quand vous l'avez croisé, il était quelle heure? Il était 23h, quelque chose comme ça. Elle était au niveau du terminus du tramway T1. Et quand vous l'avez vue, elle était comment? Normale? Elle avait l'air stressée? Normale. Elle portait des claquettes et elle m'a dit « Amine, je peux dormir chez toi? Je n'ai pas d'endroit où dormir cette nuit. » Je lui ai dit « Pas de problème. » Comme il faisait froid, elle m'a fait de la peine. Elle est venue avec moi, je lui ai fait son lit, elle a dormi, elle a mangé, je lui ai préparé un petit truc vite fait. On n'a pas du tout parlé. Elle s'est mise sur son téléphone, moi aussi, et voilà, c'est tout. Logeur, chauffeur, Dabia. Au total, 6 personnes sont placées en garde à vue au siège de la police judiciaire de Paris. Lors de son audition, la jeune femme va livrer un récit glaçant du supplice qu'elle a fait endurer à Lola. Elle reconnaît avoir entraîné l'enfant dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement de sa sœur, qui l'héberge de temps en temps. Dabia lui aurait alors demandé de prendre une douche, avant d'abuser d'elle sexuellement. Elle explique lui avoir scotché le visage, ce qui provoquera le décès de Lola par asphyxie.
Dabia raconte ensuite avoir bu un café, écouté de la musique, avant de s'acharner sur le cadavre avec un couteau. Mais au fil des auditions, la jeune femme revient sur ses premières déclarations. Elle dit avoir raconté un rêve, pas la réalité, et tient des propos décousus. Elle se serait battue contre un agresseur au couteau, puis contre un fantôme. Jure qu'elle n'aurait jamais pu faire de mal à un enfant. Parmi les informations confuses qu'elle fournit aux enquêteurs, elle évoque une dispute avec la mère de Lola, gardienne de l'immeuble, qui lui aurait refusé un passe d'entrée. Un mobile dérisoire, sur lequel les enquêteurs ne s'attardent pas, privilégiant la thèse de la démence. Qui était Dabia? La tueuse présumée de 24 ans, ici, en train de se filmer sur les réseaux sociaux. Cette Algérienne arrive en France en 2016, à 18 ans. Elle s'installe avec sa mère et ses 2 grandes sœurs dans cet appartement de Brie-sur-Marne, en région parisienne. Les 2 aînées commencent à construire leur vie. L'une d'elles se marie. Pour Dabia, tout est plus compliqué. Au lycée, elle sèche régulièrement les cours et n'obtient pas son baccalauréat. Au cours de cette période, il lui arrive de fréquenter Fares, un Algérien rencontré à Alger, leur ville d'origine. Dabia, tout le monde l'appelle Dina, tous les amis proches. Même sa mère l'appelle Dina. Dina, je l'ai connue en Algérie. C'est une voisine chez moi, au bled. C'était la fille la plus géniale, elle était très sympa. C'est une fille comme les autres. C'est en 2019, ça, regarde. J'en ai plein. C'est toujours son anniversaire. Depuis 2 ans, il a peu de nouvelles. Entre-temps, les parents de Dabia décèdent. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, car son titre de séjour d'étudiante est expiré. Il y a 15 jours, elle téléphone à Fares. Elle m'a appelé, c'était, je crois, 3 jours avant le meurtre. On a mangé ensemble. Sincèrement, elle avait trop changé. Elle me disait qu'elle avait des visions de sa mère dans ses rêves. Elle voyait sa mère. Et comme si sa mère, elle lui disait des trucs. Mais elle ne comprenait pas ce qu'elle lui disait, sa mère. Quand elle était avec moi, elle parlait entre ses lèvres. Elle parlait à elle-même. Genre comme si il y avait 2 Dina dans sa tête. Elle parlait avec elle-même. Après, dès que je lui ai dit, oh, t'as dit quoi là? Tu es en train de dire que tu me parles à moi? Non, c'est rien. Je parle toute seule. Avant son procès, Dabia subira des examens psychiatriques. Présumée innocente, elle est incarcérée à la prison de Fresnes et mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Son avocat n'a pas souhaité commenter les faits. Elle encourt la prison à perpétuité. Vendredi soir, amis et voisins de la famille se sont réunis lors d'une veillée funéraire dans une église proche du domicile de Lola. Elle sera inhumée demain à Lillers, dans le Pas-de-Calais, d'où sont originaires ses parents.